Alors, je tenais tout d'abord à remercier Monsieur Boukari Gabara pour avoir accepté notre invitation. Et par la suite, on va commencer la présentation du club de lecture. Mais je vais d'abord le laisser se présenter et nous raconter un peu son parcours. Donc voilà. Oui, bonjour. Donc, merci à l'AMICAS pour l'organisation de cet événement, cette rentrée événementielle avec un club de lecture. Et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir pour cette rencontre. Donc, je m'appelle Hamza Boukari Yabara. Je suis né au Bénin, ma mère est martiniquaise. J'ai fait des études en partie ici à la Sorbonne, mais à Paris 4 sur l'histoire du Brésil. Je fais une maîtrise d'histoire moderne du Brésil. Et après, j'ai fait un master en sciences sociales et une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique sur Walter Rodney, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'Afrique, l'un des historiens les plus importants. Il est aussi un militant politique. Et après ma thèse, je suis parti au Canada. Donc j'ai enseigné à l'Université de Montréal sur un postdoc avec charge de cours. Et après le postdoc, j'ai commencé à écrire plusieurs livres. Donc j'ai écrit un livre sur le Nigeria, un autre sur le Mali. Ensuite, j'ai écrit Africa Unite. Entre les deux, en fait, donc Nigeria et Mali, j'ai écrit Africa Unite. Et après, en 2018, j'ai publié ma thèse, donc aux éditions Présence africaine, donc sur Walter Rodney. Et là, il y a 2 semaines, j'ai sorti un dernier ouvrage que j'ai co-dirigé avec 3 autres camarades sur l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. J'ai fait aussi pas mal d'articles et de chapitres et pas mal de collaborations aussi dans différents milieux. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'éducation populaire, la dimension militante de l'histoire, du panafricanisme, de l'engagement social et solidaire. Donc je passe beaucoup de temps en Afrique, dans les universités africaines, dans des centres de recherche, dans des centres militants. Vous écoutiez l'extrait du club de lecture de l'AMECAS avec Hamza Boukari Yabara sur son livre Africa Unite. La version complète de notre entretien est disponible sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la barre de description. Je suis Charles Fay et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'AMECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awandia et je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde saison. Au programme de cet épisode inaugural, focus sur l'Economic Freedom Fighter, un parti politique sud-africain en pleine ascension. On se retrouve dans quelques instants pour en parler avec Charles Fay qui lui a consacré un article publié sur le site internet de l'AMECAS. A tout de suite. Alors, sans plus tarder, on retrouve Charles. Bonjour Charles. Bonjour Awa. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Bien sûr, alors je m'appelle Charles Fay, je suis étudiant étranger en France. Je suis étudiant en sciences politiques à Paris 1. Très bien. Alors à présent, est-ce que tu peux nous résumer ton article en nous expliquant pourquoi tu as choisi de parler spécifiquement de ce parti politique ? Alors tout d'abord, c'est un article qui traite de l'EFF. L'EFF en anglais, c'est l'Economic Freedom Fighters. En français, les combattants pour la liberté économique. C'est un parti politique sud-africain qui a été fondé en 2013 par des dissidents de l'ANC, dont la figure de proue est Julius Malema. D'accord. Et justement, d'après toi, en quoi l'EFF se démarque-t-il dans le paysage politique sud-africain ? Alors, tout d'abord, l'EFF, c'est un parti qui est assez particulier parce que c'est un parti, comme je disais précédemment, qui a été fondé par Malema. Malema, c'est un ancien pionnier de l'ANC. Donc, l'ANC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'African National Congress, le Congrès national africain, qui a été le principal parti qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Malema a quitté le FF pour des raisons, on va dire, politiciennes et par rapport à ses propos. Mais le but, c'était surtout de l'écarter parce qu'il commençait à avoir trop d'influence dans le parti. Donc, en 2012, il y a une procédure qui est mise en place au sein du parti pour l'exclure. En 2013, il crée son parti, l'FF. Et ce parti, en fait, je veux dire, c'est un peu comme... c'est l'ANC des débuts, en fait. Voilà. Parce que depuis que l'ANC a pris le pouvoir avec Mandela en 1994, après la fin de l'apartheid, c'est un parti qui s'est institutionnalisé. En gros, l'ANC, c'était un parti où il y avait, bien sûr, un fond idéologique important,
mais c'est aussi un mouvement militaire dans le but de défendre les Noirs durant l'apartheid. Donc Malema, il est issu de cette culture-là, cette culture militaire. D'ailleurs, il a suivi une formation militaire au sein de l'ANC. Donc ils font de sa partie. Et en fait, Malema, son objectif, c'est de pousser plus loin le bouchon au niveau du travail de l'ANC. Ça veut dire, en fait, effectivement, les Sud-Africains noirs, ils ont obtenu les pouvoirs, des droits politiques, mais là où Malema revendique ses idées, c'est au niveau des droits économiques. Voilà, donc ça veut dire que les Noirs n'ont pas encore le pouvoir économique parce que la plupart des terres sont encore détenues en grande partie par les Blancs sud-africains. D'accord. Et selon toi, quels sont les éléments positifs de ce parti dont pourraient et devraient même éventuellement s'inspirer d'autres partis politiques en Afrique? Alors moi, il y a deux idées vraiment qui m'intéressent par rapport à ce parti. C'est d'abord l'importance de la question sociale chez eux. Pour eux, la question sociale, elle est fondamentale. D'ailleurs, le parti a une culture marxiste-léniniste qui est très prépondérante dans ses propos. Voilà. Donc, il y a vraiment un côté lutte des classes qui m'intéresse au niveau de ce parti. Et d'ailleurs, c'est une constante qu'on voit chez beaucoup de grands leaders panafricains, voire même afro-américains. Malcolm X, par exemple, il parle souvent de la question sociale. Il dit qu'il veut que les Noirs aux États-Unis aient de meilleurs logements, de meilleurs soins, de meilleures écoles. Et je trouve que la question sociale est fondamentale. Donc, il y a d'abord la question sociale, pour moi, qui est hyper importante chez eux. Et enfin, le deuxième penchant idéologique qui m'intéresse chez eux, c'est un souverainisme africain. Ça veut dire le fait de l'Afrique par les Africains. Donc, d'ailleurs, ils ont lutté pour que l'Afrique du Sud soit renommée Azanie, et pas l'Afrique du Sud qui correspond à une appellation coloniale de l'Afrique du Sud. Aussi, c'est un parti qui s'appuie beaucoup sur des mouvements, des militants, les activistes. C'est un parti aussi qui a beaucoup d'influence chez les jeunes dans les universités. Voilà. D'ailleurs, la majorité de leur électorat est constituée de jeunes qui sont sans emploi et de jeunes noirs, voilà, dans les quartiers les plus pauvres. D'ailleurs, Julius Malema, lui aussi, est issu d'un Bantoustan qui est, voilà, d'une condition sociale qui est très difficile. Sa mère était une domestique. D'accord. Et est-ce que tu sais si le FF a une vision panafricaine? Et si oui, en quoi est-ce qu'elle consiste exactement? Effectivement, l'EFF a une vision panafricaine. La première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, le FF repose sur 4 piliers sur le plan idéologique. D'abord, il y a le marxisme-léninisme, il y a le panafricanisme, il y a les écrits de Frantz Fanon sur l'impérialisme, et il y a, j'ai oublié la quatrième idée, donc ça me reviendra, je pense, au fur et à mesure du Ouais. podcast. Et effectivement, par rapport au contexte déjà sud-africain, l'EFF ne peut pas ne pas être panafricain. Parce que durant l'apartheid, il y a pas mal de pays africains qui ont apporté leur soutien à l'Afrique du Sud vis-à-vis de la politique d'apartheid qui a été mise en place là-bas. Donc, effectivement, l'EFF est un parti panafricain. Il s'intéresse à tout ce qui se passe sur le continent africain, mais plus précisément en Afrique australe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud a été le colonisateur du Zimbabwe voisin. Et l'EFF parle souvent du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie, de tous ces pays qui sont dans la sous-région de l'Afrique australe. D'ailleurs, Julius Malema Selo n'a pas hésité à vanter la mise en place de la réforme agraire de Mugabe. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut mettre en place en Afrique du Sud. Ça veut dire exproprier les Blancs des terres qu'ils ont gagnées durant l'apartheid. Ils ont plutôt pris durant l'apartheid pour les redistribuer au sein de la population noire. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Le parti aussi, l'FF aussi n'hésite pas à critiquer l'impérialisme américain et aussi n'hésite pas à faire référence à des leaders politiques panafricanistes, par exemple comme Kadhafi, même si on sait que Kadhafi, c'est un leader panafricaniste sur le tard. Donc, voilà, c'est un parti vraiment qui s'inscrit dans la tradition panafricaine. Voilà, ce que l'ANC était déjà, mais plus poussé chez l'EFF. Mais est-ce que tu penses que le FF parviendra à s'institutionnaliser, comme tu l'évoques dans l'article, et ainsi à prendre une place plus importante sur l'échiquier politique sud-africain, ou bien est-ce que ça restera un parti qui sera au rang d'éternel opposant politique? C'est une excellente question et c'est la question principale qu'on doit se poser quand on s'intéresse à ce parti. C'est la question de est-ce que ce parti parviendra à prendre le pouvoir? Alors, pour moi, déjà, il y a 3 options qui s'offrent à eux. Ça veut dire soit le FF continue à être un parti de témoignage et un parti de contestation. Ça veut dire, comme par exemple en France, le Rassemblement national, ça veut dire dire ce qui ne va pas, pointer du doigt les manquements de l'ANC, mais ne jamais prendre le pouvoir. Ça, c'est la première option.
La deuxième option, c'est que l'EF ne prenne pas encore le pouvoir, mais gagne assez d'influence pour pouvoir peser sur les décisions politiques en Afrique du Sud et même former une coalition avec l'ANC au pouvoir. Moi, je pense que dans un premier temps, ça sera la première étape que va passer l'EFF. Voilà, ce qui est déjà le cas d'ailleurs parce que j'ai vu qu'aux dernières élections sud-africaines, quand l'EFF est rentré au Parlement, encore une fois, avec pas mal de députés, l'ANC leur a proposé d'être ensemble, voilà, même s'ils ils ont pas succombé aux sirènes de l'ANC, mais ils ont dit ils tendront la main à l'ANC quand il y aura des sujets sur lesquels ils sont d'accord. Voilà. Donc, il y a un premier pas par rapport à ça. Et pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable pour l'instant. Voilà. Que l'EFF continue à pointer les manquements de l'ANC, qu'il fasse de très bons scores, ce qui est le cas parce qu'il continue à progresser dans le pays, et qu'il forme une coalition avec l'ANC au pouvoir. Voilà. Que par exemple, Julius Malema soit le premier ministre de Cyril Ramaphosa, qui est actuellement président de l'Afrique du Sud. Par contre, il y a un risque par rapport à ça, c'est que l'FF se fasse aspirer par l'ANC, ce qui a d'ailleurs déjà tenté Cyril Ramaphosa, parce qu'il voit que Malema a quand même un certain électorat, qu'au plan des idées, il est dangereux, parce qu'il pointe tout le temps les manquements de l'ANC, notamment sur les inégalités sociales, sur la sécurité. Donc actuellement, le risque que l'ANC, que l'EFF encourt, c'est que l'ANC les aspire. Parce qu'actuellement, Malema, certainement, certes, il a sa boutique, et l'EFF, ça se passe plutôt pas mal, mais le jour où il arrive au pouvoir, est-ce qu'il ne se fera pas aspirer par l'ANC? Et aussi, la conséquence de de cette aspiration par l'ANC, c'est que l'EFF s'institutionnalise et devienne un parti comme les autres, vu qu'il est au pouvoir. Parce qu'effectivement, le pouvoir nous oblige à garder une certaine bienséance. On ne peut pas tenir certains propos quand on est au pouvoir. Et donc, si je pouvais comparer, pour donner plus d'exemples aux gens pour qu'ils puissent comprendre un peu, ce qui se passe en Espagne. Par exemple, actuellement en Espagne, on a le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est au pouvoir et qui a aspiré le parti, entre guillemets, d'extrême gauche, Podemos. Voilà. Et de ce fait, actuellement, ce parti-là, Podemos, a perdu une bonne partie de sa portée subversive parce qu'il s'est nationalisé. Vu que maintenant, certains de ses membres participent au pouvoir, au gouvernement espagnol, eh ben, le parti a perdu sa portée contestataire. Voilà. Donc, c'est la deuxième option. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Sirando Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et enfin, pour finir, la troisième option, c'est que l'EFF arrive au pouvoir, mais ça sur un long terme, parce que l'ANC a encore un ancrage dans les foyers noirs sud-africains qui est important. Voilà, parce que c'est un parti traditionnel. Voilà, faut pas oublier quand même que c'est le parti qui a mis fin à l'apartheid. L'apartheid qui était une situation qui était désastreuse pour cette famille-là. Alors, entre guillemets, l'ANC bénéficie d'une certaine légitimité par rapport à l'EFF, vu ce qu'ils ont fait par rapport à l'apartheid. Voilà. Donc, l'EFF n'est pas prêt de prendre le pouvoir. Par contre, peut-être dans un futur lointain, s'il continue de pointer les manquements de l'ANC sur la sécurité, sur les inégalités sociales, et en proposant bien sûr surtout des solutions, peut-être que si le mécontentement vis-à-vis de l'ANC monte, il se peut que l'EFF arrive au pouvoir, mais dans un futur lointain. C'est pas pour maintenant.
Voilà, donc voilà en gros les 3 options que j'avais en tête. Voilà, D'accord, donc c'est une affaire à suivre, mais plutôt sur le long terme, du coup. sur le long terme. Voilà. Alors, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse. À la fin de ton Mhm. article, tu cites Alfred Musset dans le but de caractériser les partis politiques africains en général. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette citation et nous détailler dans quelle mesure elle fait écho à un certain nombre de partis politiques africains? Alors, c'est une citation que j'ai prise parce elle me parle beaucoup quand on s'intéresse à l'organisation politique africaine. Voilà. J'ai fait cette citation pour inviter les gens à arrêter de juger en fait un livre à sa couverture. La plupart des gens, quand ils s'intéressent à l'EFF, et même au sein de la MECAS, il y a des gens, quand je publie l'article, que dès que j'ai dit qu'ils ont vu le titre de l'article, l'EFF, ce qu'ils m'ont posé, ouh, Malema, il est dangereux. Malema, il est sulfureux. Au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce que Malema propose sur le fond? Voilà. Et malheureusement, dans le milieu panafricaniste, afro-descendant, diasporique, on se limite souvent beaucoup à la couverture, au lieu de s'intéresser au fond. Voilà. Je vais prendre un exemple de mon pays, le Sénégal, hein, avec le parti PASTEF. Voilà. Les gens, quand ils s'intéressent à PASTEF, ils n'essaient pas d'étudier la vision économique que le parti promeut. Ils n'essaient pas d'étudier les propositions sur le plan social, sur le plan du protectionnisme africain, toutes ces choses-là. Ils se limitent à la personne de Sonko. Voilà. Au lieu de s'intéresser à ce que le parti propose sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme. Voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose aussi qui est propre à l'EFF. Voilà. Les gens se limitent à juger Malema. Au lieu de se mettre à juger ses propositions politiques sur le plan social, son souverainisme africain qui peut nous rappeler celui de Sankara, où il disait que les Africains devaient consommer et produire par eux-mêmes. Voilà. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on s'intéresse au fond, arrêtant de s'intéresser à la forme. Et malheureusement, on vit dans une époque où on s'intéresse beaucoup plus aux appareils qu'au fond. Et je comprends des fois les gens qui font ça. Voilà. On est des êtres humains, on a souvent l'esprit binaire. Voilà. On voit le monde entre noir et blanc. Alors que, comme dirait un certain truc que j'avais, c'est pas une question de noir ou de blanc, mais de personne n'est noir, personne n'est blanc. Tout est gris. Voilà. On n'arrive pas à voir en fait au milieu de la grisaille, quoi. Voilà. Et malheureusement, aussi ça fait un peu écho à la rationalité occidentale en fait, parce que on veut tout le temps essayer de trouver la petite bête qui montrera que la personne a tort, au lieu de s'intéresser à ce qu'elle dit sur voilà, sur le fond. Et d'ailleurs même aujourd'hui, tellement c'est mal vu de dire du bien de quelqu'un que même quand on le fait, on pense que ça nous rabaisse. Voilà, dire du bien de quelqu'un d'autre, on pense que ça nous rabaisse, alors que pas forcément. Ça peut aussi nous mettre en valeur. Donc voilà, je fais cette citation-là pour dire aux gens d'arrêter de se limiter aux appareils et à la personne qui est en face d'eux, mais de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est bien noté, Charles. Merci pour tous ces éclaircissements. Alors avant de terminer, est-ce que tu as un mot pour la fin? Bien sûr. Alors, je tiens tout d'abord à te remercier, toi, Awa, pour m'avoir invité à ton podcast. Je trouve que tu fais un travail remarquable pour la MECAS. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier la MECAS qui me donne une tribune pour publier mon travail. Voilà. Et ça montre aussi la liberté d'expression qu'il existe au sein de la MECAS, parce que en prenant ce sujet, certains auraient pu rincer des dents et me dire, Charles, tu serais un sujet qui est dangereux. On ne va pas le publier pour le compte de la MECAS. Mais j'ai eu aucune remarque par rapport à mon sujet, et d'ailleurs même par rapport au sujet que je traite. Voilà, donc vraiment, la MECAS, c'est une association où on a beaucoup de liberté par rapport au sujet qu'on choisit et dont on veut parler. Et enfin, je vous invite à lire l'article et bien sûr à venir en débattre. Voilà, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer à me faire des retours pour qu'on débatte. Voilà, je suis ouvert à la discussion. Là, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, merci beaucoup, Charles. Merci, Awa. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis.
À très vite.